Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons passer un petit moment ensemble à parler nourriture. Et l'objectif de cette conférence, c'est de se projeter un petit peu dans les 50, 60 prochaines années et voir comment les ressources alimentaires de la planète, les besoins en nourriture de la planète peuvent évoluer dans un contexte un petit peu compliqué, on le voit en ce moment, avec des enjeux en termes de changement climatique, des enjeux en termes de dégradation des sols agricoles, des enjeux en termes de modification des pratiques agricoles, puisque toutes les notions d'agriculture biologique, d'agriculture durable se développent énormément en ce moment, des enjeux de raréfaction des ressources énergétiques dont on a parlé hier, des enjeux de croissance démographique qui seront extrêmement importantes à l'avenir. Donc voilà, l'idée, c'est de se projeter un petit peu sur ce futur. Alors, on parlera bien entendu d'un contexte général pour voir un peu comment l'avenir de la planète peut se dessiner. Et puis, on fera le bilan au niveau de l'alimentation, quels sont nos besoins. Et bien sûr, en termes d'alimentation, entre le besoin et l'envie, il y a des choses qui peuvent être éventuellement négociables. Parfois, c'est bien de céder à l'envie quand le besoin est satisfait, parce qu'il y a quand même ces limites-là. Et puis, on parlera des ressources qui sont disponibles, que peut nous apporter la planète, les ressources qui sont au-delà de ce que peut nous fournir la planète, avant de faire une espèce de bilan, de synthèse sur ces éléments-là. Alors, au niveau du contexte, la première chose à prendre en compte quand on parle d'alimentation, c'est l'accroissement de la population humaine à la surface de la planète. Alors, le premier cycle de ces conférences avait été commencé par M. Schwartz, donc lundi, et il nous a parlé des limites planétaires. On peut reprendre ça de façon un petit peu synthétique en disant, mais voilà, certains pays au monde, si on regarde sur l'ensemble, une moyenne sur l'ensemble du monde, nous consommons globalement, à peu près, chaque année, les ressources d'une terre et demie, l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, ces consommations sont un petit peu différentes selon les modes de vie, selon les pays. Et puis on peut regarder certains pays, par exemple comme le Japon, qui est un pays très petit et très industrialisé, consomme chaque année jusqu'à 7 fois et demi la surface du Japon. Alors que d'autres pays, peut-être un petit peu plus moins densément peuplés, avec plus de ressources naturelles comme la France, consomment chaque année 1,6 fois la surface de la France. Mais vous voyez, on a donc des équilibres, des compromis entre la taille du pays, la densité de population, le niveau de développement. Des pays très largement développés, généralement, consomment plutôt des grandes surfaces par rapport à leur surface propre, mais certains pays plutôt peu développés, mais très arides, par exemple, comme l'Égypte, consomment eux aussi des surfaces très grandes par rapport à leur surface disponible, parce que les ressources alimentaires, entre autres, disponibles en Égypte, sont beaucoup plus faibles. Et donc, ils ont besoin d'importer énormément de leur nourriture. Si on se projette sur les prochaines années, les prévisions démographiques nous disent que la population humaine à la surface de la planète va augmenter. Et va augmenter, donc on commence en 1950, nous sommes en 2020, nous sommes à peu près 8 milliards, un peu plus de 7 milliards, 8 milliards d'humains sur Terre. Et puis les projections nous emmènent dans les années 2060, 2070, probablement à une dizaine de milliards d'humains. Alors j'ai souvenir d'une conférence que j'avais écoutée quand j'étais étudiant, où un membre du Collège de France nous faisait une conférence sur les ressources en eau. Et un étudiant lui a posé la question, mais c'est sûr, ça peut changer. Et il a dit, j'espère que c'est sûr, parce qu'en gros, soit on est 9 milliards, soit on est à peu près 10 millions. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Alors, on commence à discuter, à interagir, mais une épidémie, une guerre, c'était une personne un peu âgée, un peu frêle, un esprit extrêmement brillant, le fondateur de l'hydrologie en France. Et qui dit de façon tout à fait adorable et gentille, mais vous savez, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était 500 millions de morts au grand maximum avec tous les dégâts collatéraux. Vous êtes 9 milliards, vous enlevez 500 millions, il reste 9 milliards, ça ne change rien. Ça fait un peu froid dans le dos, mais effectivement, j'espère qu'en 2070, nous serons 9 milliards ou 10 milliards d'humains. Ce serait vraiment bénéfique. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut se projeter et prévoir cela. À quoi est due principalement cette évolution de population? Eh bien, vous voyez, sur les prévisions démographiques,
le nombre de morts, c'est relativement stable. On a aujourd'hui des prévisions assez sûres compte tenu de l'évolution de l'hygiène de vie, de l'évolution de la qualité de la population, des soins. Il y a peu d'incertitudes sur le nombre de morts. Et par contre, c'est l'inconnu, c'est sur la partie du nombre de naissances, où vous savez que dernièrement, par exemple, un pays comme la Chine a abandonné sa politique de l'enfant unique. Comment la population va s'adapter? Quels seront les biais qui seront pris? On voit que dans la majorité des pays en voie de développement, on a des taux de natalité qui sont relativement faibles. Les pays développés, on a des taux de natalité relativement faibles, alors que pour les pays en voie de développement, on a des taux de natalité relativement élevés. Ceci pour une raison relativement simple. Lorsque vos vieux jours sont garantis par un système de sécurité mutualisé sur l'échelle de la population, par exemple une caisse de retraite, vous pouvez effectivement avoir un taux de natalité relativement bas. Lorsque vos vieux jours sont assurés par ce que pourront vous fournir vos enfants, vous avez peut-être intérêt à avoir un nombre d'enfants relativement élevé. Donc, l'évolution en fait des taux de natalité sont liés à l'élévation du niveau de vie et à la mise en place de systèmes sociaux suffisamment stables et cohérents pour pouvoir donner confiance à la population. Et vous voyez que là-dessus, les incertitudes sont bien entendu très larges parce que la mise en place de systèmes sociaux stables et cohérents passe par une stabilisation politique et économique de beaucoup de pays qui aujourd'hui encore sont instables. Alors si on regarde ça projeté un petit peu par répartition dans le monde, on retrouve un petit peu ces éléments avec, vous voyez, la population européenne qui tend à se stabiliser, voire même éventuellement à décroître. Au niveau des Amériques, c'est combiné Amérique du Sud, Amérique du Nord, donc on a de grandes différences, bien sûr, entre le Sud et le Nord, mais globalement, on a une population relativement stable. Vous voyez que l'Asie va rester globalement relativement stable et que la majorité de l'évolution de population prévue est sur le continent africain. Alors, bien sûr, en termes de ressources alimentaires, on se projette tout de suite. Il va y avoir des enjeux très forts pour nourrir justement le continent africain qui est composé majoritairement de déserts. Je ne voudrais pas spoiler la suite, mais c'est un peu difficile. Alors, une fois qu'on a un petit peu ce contexte général, on pourrait parler justement de combien on a besoin, quels sont nos besoins alimentaires, quelles sont nos envies. Et donc, le premier constat, c'est que globalement, à l'échelle de la planète, eh bien, depuis un certain temps, la planète produit suffisamment de nourriture pour alimenter l'ensemble de sa population. Le trait pointillé, là, c'est la limite définie par la FAO pour la ressource alimentaire minimale pour être au-delà des seuils de malnutrition ou de sous-nutrition. Et on constate que l'ensemble, si on regarde la moyenne du monde, là, les carrés en rouge, eh bien, cette courbe a passé la seuil limite à partir des années 2000. Et même pour les pays en voie de développement, nous voyons qu'en moyenne, depuis 2010, on a dépassé cette limite. Alors bien évidemment, il s'agit d'indicateurs macro, c'est de la moyenne, et quand vous avez une moyenne, vous avez également, encore en France, des personnes qui sont mal nourries, bien sûr. Mais globalement, sur la moyenne, s'il y avait une répartition un petit peu plus homogène, énormément de problèmes de malnutrition pourraient être réglés. Alors, dans le cas des pays en voie de développement, c'est un petit peu plus complexe, parce que si on regarde justement l'évolution de la balance commerciale agricole pour les pays les moins avancés, eh bien, on constate que cette balance commerciale était en excédent depuis les années 1960 jusque vers les années 1980-90. C'est-à-dire que c'était des pays qui, bien qu'en voie de développement, exportaient des denrées agricoles vers l'extérieur, importaient aussi, mais la balance était positive, c'est-à-dire qu'ils produisaient davantage de ressources alimentaires qu'ils n'en consommaient, et que depuis les années 1990, eh bien, ce déficit a explosé. C'est lié à plusieurs éléments. L'élévation, effectivement, du nombre d'habitants qui fait que ces pays-là sont demandeurs de quantité de nourriture plus importante, et des effets de modification des sols liés au changement climatique. Vous avez beaucoup de pays africains qui sont déjà dans des zones impactées fortement par les élévations de température et les modifications de pluviosité. Alors, si on regarde par exemple la modification, pour parler un petit peu d'envie, parce que le besoin, là, le premier graphique, c'était juste le nombre de calories qui sont disponibles. Bon, une ration alimentaire, ce n'est pas juste des calories, c'est différents nutriments. Et par exemple, si on s'intéresse à la consommation de viande, eh bien, on peut voir que la consommation de viande dans le monde a augmenté. Oui, entrez. C'est à quelle heure
c'est pas grave, venez, venez. Voilà. On voit que la consommation de viande dans le monde a augmenté de façon assez importante entre les années 1975 et 2025. Et puis, il est prévu, dans les prévisions, d'avoir un petit peu une stabilisation. On voit que cette répartition se fait à peu près équilibrée entre des viandes bovines, des viandes de porc ou de volaille. Par contre, cette moyenne mondiale est masquée par des disparités énormes entre les différentes régions. Puisque vous avez par exemple l'Afrique subsaharienne qui a des consommations extrêmement faibles, alors que les pays de l'OCDE ont des consommations très fortes qui sont stables en gros depuis 2020-2025 et qui vont probablement peu évoluer. Et vous voyez que l'Asie est en train d'assurer son rattrapage économique en augmentant ses rations alimentaires de viande de façon très importante. Si on regarde un petit peu plus en détail, mais du coup on va quitter l'ensemble du monde pour aller s'intéresser à un pays qui est bien documenté qui s'appelle la France, et on regarde comment ça se passe, comment cette ration alimentaire a évolué au cours du temps. Et donc on a les années qui passent de 1950 à quasiment 2000, et puis là c'est les modifications qui sont imposées par rapport à un référentiel de 1950. En pourcentage. Et donc, si on regarde par exemple les aliments type pain et pommes de terre, qui sont la ration de base en fait de l'alimentation paysanne française depuis le Moyen-Âge, quasiment non, les pommes de terre c'est venu après, mais l'alimentation paysanne de base, eh bien vous voyez qu'on a perdu 50% de quantité consommée en pain et en pommes de terre. Donc nous mangeons moitié moins de pain et de pommes de terre que ne mangeaient nos grands-parents. Pourtant, ils mangeaient moins que nous. Mais par rapport à eux, on mange 50% de moins de pommes de terre et de pain. Par contre, eh bien, on peut constater qu'on a une élévation extrêmement importante, par exemple, des quantités de fromage. Nous mangeons 250% de plus de fromage qu'en 1950. Et on a des augmentations, en fait, sur tous les aliments riches, sur tous les aliments valorisés, hautement caloriques. Eh bien, vous voyez qu'on a une augmentation extrêmement importante des quantités consommées. Alors, hautement calorique, les fruits et les légumes également, nous avons une augmentation de plus de 100%. Il faut se reprojeter. Fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait une alimentation qui était composée essentiellement de pain, de pommes de terre et parfois, quand c'était la saison, quelques fruits, parfois un vague morceau de fromage ou un vague morceau de pain. Et puis aujourd'hui, eh bien, on mange moins de pain, on mange moins de pommes de terre, on a beaucoup plus de fruits et légumes, on a beaucoup plus de viande. Si vous regardez les consommations, par exemple, des huiles végétales, vous voyez qu'on a une augmentation extrêmement importante d'huile végétale. Où est-ce qu'on consomme beaucoup d'huile végétale? Dans tous les plats transformés. Et donc, on voit cette modification-là. En gros, dites-moi comment vous mangez et je vous dirai combien vous êtes riche. Si on regarde un petit peu ce graphique-là, dans lequel on classe le PIB par habitant et par an pour les États-Unis, donc la richesse, le PIB par an et par habitant, c'est un graphique qui monte sur l'ensemble du monde, et c'est en dollars, le PIB exprimé en dollars américains. Et sur ce graphique-là, vous avez les différentes sources de nutriments, les lipides type graisse, huile, etc. libres, les lipides végétaux, les lipides animaux, les glucides divers, donc pain, pommes de terre, riz. Ici, vous avez le sucre, vous avez les protéines animales et les protéines végétales. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que plus on est pauvre et plus on mange de glucides divers et très peu d'autres éléments, les protéines sont constituées essentiellement de protéines végétales. Il y a très peu d'huile en tant qu'huile qui est consommée et on va avoir des lipides qui proviennent des végétaux. Lorsqu'on devient très riche, on consomme beaucoup d'huile, on consomme beaucoup de lipides animaux et de viande, donc des graisses grasses. On va consommer relativement peu de glucides divers pain, par contre on va consommer énormément de sucre. Et donc en observant le régime alimentaire des gens, on peut avoir un indicateur direct du niveau de richesse. Bien sûr, vous êtes tous au courant des problèmes d'obésité qui sont induits de ce genre de choses. Ce sont effectivement des effets indirects de ce phénomène. Alors, ce que je me suis amusé à faire, j'ai parfois des jeux un petit peu bêtes, c'est que j'ai repris l'ensemble de ces données, la croissance de population qui sont prévues
dans les différents continents. Et puis je me suis dit, bon ben tiens, si l'Afrique subsaharienne, on est prévu de passer de telle population à telle population à telle population, j'ai mis ça dans un petit tableur Excel. Et puis je me suis dit, tiens, mais si les Africains souhaitaient finalement, d'ici une vingtaine d'années, consommer comme les Français, et d'ici une cinquantaine d'années, consommer par les Français, qu'est-ce que ça donnerait? Donc un petit tableur Excel me permet de combiner ces deux données-là et de construire ce genre de graphe qui me dit, ben voilà, pour l'ensemble du monde, c'est des projections très grossières, bien sûr, mais pour l'ensemble du monde, qu'est-ce qu'on attend comme consommation en pain, en légumes, en fromage et en viande? Et on constate que malgré l'augmentation de la population prévue, eh bien, la consommation de pain va rester relativement constante, voire même baisser. Par contre, vous avez une consommation de légumes qui va augmenter énormément, une consommation de fromage qui va augmenter énormément, une consommation de viande qui va augmenter énormément. Alors, c'est des prévisions que j'ai faites dans un tableur Excel. Ce n'est pas mon métier de chercheur de travailler sur les ressources alimentaires, donc c'est assez restrictif, mais ça permet quand même de se projeter un petit peu et de voir comment ces ressources vont évoluer, comment ces besoins vont évoluer. Et là, on n'est plus sur des besoins, mais on est bien sur des envies. Les besoins alimentaires sont assurés par un régime alimentaire français moyen de type 1950. Derrière, on est passé sur des envies, le souhait de manger davantage de choses différentes, de varier nos menus, de manger davantage de viande, de fruits et légumes, etc., voire légumes hors saison. Alors, bien entendu, la production de ces denrées alimentaires elle va devoir être assurée par des ressources en terre, en eau, en agriculture. Donc, discutons un petit peu de quelles sont les possibilités que nous offre la planète pour justement assouvir cette partie besoin et surtout cette partie envie qui va évoluer. Alors, premier constat, effectivement, sur la surface de la planète, une partie de terres sont évidemment des terres agricoles. On a une autre partie qui sont des forêts qu'on est actuellement en train de raser allègrement dans certaines zones pour justement les transformer en terres agricoles, mais je ne suis pas sûr que ce soit très souhaitable. Et puis il y a quand même une autre partie où on aura quand même du mal à y faire pousser des choses type Antarctique, Groenland ou Sahara. Donc dans ces autres zones, vous avez effectivement les déserts, les glaces, les zones urbaines, et vous voyez qu'à la surface de la planète, c'est à peu près réparti un tiers, un tiers, un tiers. Dans ces terres agricoles, nous avons une partie qui est cultivée et une partie qui est en prairie, pâturage, etc. Alors, bien entendu, la production d'une certaine quantité de nourriture n'est pas la même pour tous les types de nourriture. Donc, par exemple, pour cultiver du pain, des légumes, des pommes de terre, pour produire 1 kg de ces éléments, les besoins sont aux alentours de 6 à 7 mètres carrés par an. Et vous voyez que pour tout ce qui est en fait légumes végétaux, on est à une dizaine, une vingtaine de mètres carrés par an pour produire 1 kg de nourriture. Lorsque l'on passe aux denrées carnées, aux animaux, ces surfaces augmentent énormément. Tout simplement parce que, avant de pouvoir manger la vache, il faut bien que j'ai un pré pour nourrir cette vache et que cette vache, elle va brouter de l'herbe pendant au moins 1 an avant que je puisse la consommer. Donc évidemment, lorsque vous mangez une vache, en fait, vous mangez aussi les 300 mètres carrés d'herbe que cette vache a mangé au cours de cette vie. Donc c'est là où vous avez effectivement des surfaces qui sont extrêmement importantes. Vous voyez que le poisson nécessite aussi une part de surface agricole. Ils viennent d'où les poissons que nous mangeons? On les a pêchés dans la mer de moins en moins. La majorité des poissons sont des poissons d'élevage, nourris avec des farines pour l'essentiel animales. Donc, le poisson que nous mangeons a mangé du bœuf qui a mangé 300 mètres carrés de pelouse. Donc, vous voyez la surface agricole nécessaire. Alors, du coup, j'ai repris mon petit tableur Excel
Et puis comme je sais combien de pain, de fromage, de viande on va devoir consommer au fur et à mesure des années, eh ben, j'ai juste multiplié la quantité de pain par 16 mètres carrés, la quantité de viande, alors j'ai pas pris le bœuf, hein, j'ai pris un truc plutôt moyen entre justement le porc et le bœuf, donc je crois que j'avais pris 150 mètres carrés pour faire une espèce de moyenne. Et puis, ben voilà les résultats qui nous disent que ben, au niveau surface agricole, la terre elle est grande, mais les surfaces agricoles en 2050 devraient être saturées par nos besoins alimentaires. Alors bien sûr, c'est juste un petit tableur Excel, ça manque beaucoup de finesse, ça manque beaucoup de précision, et c'est à nuancer, heureusement. Alors si on regarde justement comment ça peut se nuancer, eh bien, on peut suivre sur le site de la FAO l'évolution des surfaces agricoles utilisées. Et donc si on regarde l'évolution de la surface agricole réelle, vous voyez que vous avez une augmentation quasi linéaire depuis 1950 jusqu'à 2000, et que depuis 2000, eh bien, les surfaces agricoles utilisées ont tendance en fait à diminuer. Alors pourquoi ça? Eh bien, au lieu de regarder juste la totalité des surfaces, on peut regarder de façon un petit peu plus fine. Ah, il passe moins bien hein, sur ce vidéoproche. Alors, sur ces surfaces un peu plus fines, vous retrouvez effectivement ma surface totale qui augmente et puis qui rediminue. Mais vous voyez que les surfaces cultivées totales n'ont pas changé et que les surfaces irriguées ont presque été multipliées par 2. Et ce qui a été diminué, ce sont les surfaces de pâturage. Et donc ce qu'on a fait en réalité, c'est qu'on a enlevé des bœufs du pâturage pour les mettre à l'étable et les nourrir au maïs et au colza. Et une partie de la diminution des surfaces agricoles provient justement d'une modification des pratiques d'élevage. Alors, premier point. Deuxième point, on a aussi une augmentation de la performance agricole. Les surfaces agricoles, 1 mètre carré de surface agricole, produit davantage aujourd'hui qu'il ne produisait en 1950. Et ça, on peut le voir justement sur ce graphique-là, où vous avez donc par personne l'évolution des surfaces cultivées, et vous voyez que les surfaces cultivées totales, depuis 1960 jusqu'en 2020, ça a diminué énormément et on passe de près de 0,4 hectares à 0,2 hectares par personne et par an. Donc on a divisé par 2 les besoins de surface pour nourrir une personne depuis 1960. Par contre, ce que vous constatez, c'est que par exemple, l'efficacité des surfaces irriguées n'a pratiquement pas changé. Donc en gros, quand on irrigue une surface, on a un vrai gain en efficacité de production. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous souvenez, les surfaces irriguées ont augmenté. Donc on a irrigué davantage de surface pour avoir une meilleure productivité, ce qui permet que globalement, on a besoin de moins de surface. Mais en gros, on a toujours besoin d'autant de surfaces irriguées. Et donc vous voyez qu'on a des éléments qui sont relativement subtils, avec des équilibres et des échanges entre des modes de culture différents qui permettent d'obtenir des gains de productivité. Alors bien sûr, si on a besoin de plus de surfaces irriguées, ça veut dire qu'on a besoin de davantage d'eau. Et donc ça nous amène à notre deuxième ressource critique, qui va être effectivement la disponibilité de l'eau à la surface de la planète. La Terre, c'est la planète bleue depuis l'espace. C'est un réservoir avec des quantités d'eau infinies. À nuancer, en général, on n'a jamais arrosé un champ de blé avec de l'eau de mer, ça ne marche pas bien. Il est assez compliqué d'aller chercher un iceberg au Groenland pour le ramener en Alsace pour irriguer le maïs. Ce n'est pas très, très efficace. Et donc, en fait, si vous regardez la totalité de l'eau sur Terre, il y en a une fraction très faible qui est constituée d'eau douce, donc utilisable, et d'eau douce utilisable, c'est-à-dire pas les glaces polaires. La majorité de l'eau douce, c'est des glaces polaires. À peu près 1/4 de l'eau totale sur Terre est composée d'eau douce, mais 90% de cette eau douce est constituée de glaces polaires. Donc il y a très peu d'eau douce disponible. Beaucoup, néanmoins. Cependant, il me semble que assez régulièrement, au courant de l'été, on entend des trucs qui disent « attention, les nappes phréatiques sont basses, il faudrait limiter notre consommation, etc. » C'est bien le problème des stocks. Une nappe phréatique, un lac, c'est un stock d'eau
Qu'est-ce qui se passe si j'ai un stock, qu'il s'agisse d'un stock d'eau ou d'un stock d'argent sur mon compte épargne, et que les flux entrants, les apports d'eau ou mon salaire, est inférieur aux flux sortants, les prélèvements d'eau agricoles ou industriels, ou bien ce que je dépense pour aller faire la fête? Eh bien, on va voir notre stock diminuer jusqu'à s'assécher. Et donc, le bilan, si on veut savoir de combien d'eau on dispense, il ne faut pas raisonner sur le stock, parce que ça va être un raisonnement à court terme. Une fois que ce stock est vide, c'est fini. Mais il faut bien raisonner sur le flux. Et si on raisonne sur les flux d'eau, eh bien, on peut voir que les échanges d'eau entre les différents compartiments de la planète se constituent d'évaporation de l'eau sur les océans et sur les continents. Vous vous souvenez le cycle de l'eau que vous avez vu en primaire? Alors, en primaire, on vous raconte que l'eau s'évapore au-dessus des océans et va tomber en pluie au-dessus des continents. Bon, deux petites nuances, il pleut aussi au-dessus de la mer, pour info, ça arrive parfois, et au-dessus des continents, l'eau s'évapore aussi. Mais globalement, effectivement, en primaire, on ne vous a pas raconté complètement des erreurs, parce que vous voyez que les flux au-dessus des océans sont infiniment supérieurs en évaporation à l'évaporation au-dessus des continents. Et par contre, au niveau des précipitations, c'était un petit peu erroné, parce que vous voyez qu'il pleut aussi beaucoup plus sur l'océan que sur le continent. Mais la pluie sur les océans, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On ne cultive pas beaucoup de plantes d'eau douce sur les océans. Et rajouter de l'eau à l'eau, ça n'a pas beaucoup de grand intérêt. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'en gros, eh bien, quelle est la quantité d'eau que je peux utiliser pour mon agriculture. C'est ce qui arrive sur le continent, donc c'est 111 000, moins ce qui s'évapore des continents, c'est 71 000. Et au final, on a un total d'eau disponible chaque année qui est aux alentours de 40 000 km3. Quantité énorme. Rapporté à 9 milliards d'humains, on est à plus qu'à 4 000 m3. Et oui, il faut partager. Alors 4 000 m3, si c'est juste pour prendre un bain, ça me laisse de la marge. Sauf que je vous rappelle que sur ces 4 000 m3, vous devez faire pousser l'herbe qui va devoir nourrir le bœuf, que le bœuf il voudra aussi boire un petit peu d'eau, plus tous les usages industriels. Mon petit ordinateur, là, à la louche, 10 000 litres d'eau minimum. D'accord? Il y a énormément d'eau, en fait, qui sont contenues dans tous nos usages industriels en plus. Pour le moment, on ne parlera que de l'alimentation. Et donc, si on regarde justement ces besoins en eau qui sont associés à nos aliments, eh bien, on retrouve à peu près le même indicateur que ce qu'on avait sur les terres. C'est-à-dire que pour faire pousser des végétaux, il y a besoin d'une certaine quantité d'eau. C'est l'eau qui est nécessaire pour arroser ces végétaux, avec des éléments un petit peu différents. Par exemple, les sojas, ça consomme beaucoup plus d'eau que des pommes ou des céréales. Et puis, à partir du moment où vous faites de l'alimentation, des nutriments animaux, eh bien, vous allez avoir besoin de l'eau pour donner à boire à votre porc, mais de l'eau pour fabriquer la nourriture que votre porc mangera. Viande de bœuf, 15 000 litres par kilo. Donc, juste pour info, 15 000 litres par kilo, ça veut dire que quand je laisse dépasser la date de péremption de mon morceau de steak de 100 grammes, je jette 1500 litres d'eau à la poubelle. Un steak de 100 grammes, c'est 1500 litres d'eau. Ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective. Alors, il y a effectivement, donc, vous voyez, ces besoins en eau qui sont nécessaires pour assurer la production de nourriture. Aujourd'hui, vous avez vu 4 000 m3 par an, par habitant, il y a de la place, on pourrait en faire, mais vous savez bien que l'eau n'est pas répartie équitablement sur la planète. Et donc on a déjà aujourd'hui des pays qui sont en situation de stress hydrique. Donc sur cette carte, vous avez les différents pays du monde, avec ceux qui sont colorés un petit peu en gris, alors avec les couleurs formidables de ce vidéoprojecteur. Ici, vous n'avez actuellement peu ou pas de pénurie d'eau. Vous avez des pays qui sont en pénurie physique de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas assez. Et puis, vous avez des pays qui sont en pénurie économique de l'eau, donc entre autres ces pays-là. Ce sont des pays qui sont largement arrosés par la pluie, mais où les systèmes de distribution d'eau ne sont pas suffisamment efficaces.
de traitement de l'eau ne sont pas suffisamment efficaces, et dans ce cas-là, l'eau n'est pas disponible pour les habitants. Et vous allez avoir des pays qui sont en pénurie physique imminente, hein, qui vont se situer, par exemple, sur ces bords de mousson, etc. À noter, par exemple, le Sahara, c'est non estimé, mais il n'y a pas de pénurie d'eau dans le Sahara. D'un autre côté, il y a du sable dans le Sahara, ça n'a pas besoin d'être arrosé, et donc ça ne manque pas d'eau. Ce sont des zones, hein, par exemple le Sahara, le Groenland ou le centre de l'Australie, ce sont des zones désertiques, historiquement, voire géologiquement désertiques, et c'est normal qu'il n'y ait pas d'eau dans un désert, il n'y a pas d'habitants, il y a très très peu, la faune et la flore qui y vivent sont adaptées, et il n'y a pas de manque d'eau. D'accord ? Alors, je reprends mon petit tableur Excel qu'on avait commencé à fabriquer au début de cette présentation, et puis, puisque je sais combien d'eau il faut pour fabriquer un morceau de pain, combien d'eau il faut pour faire 100 grammes de bœuf, que j'ai pu prévoir quelle quantité de pain, quelle quantité de céréales, quelle quantité de viande on allait avoir besoin pour nourrir les populations croissantes à la surface de la planète, eh bien, je peux dire, voilà, à peu près, à la louche, combien on aurait besoin d'eau pour assurer ses besoins alimentaires. Alors, je vous rappelle, hein, la limite, elle est à 40 000 km3. Donc, vous voyez qu'on commence en 2010, on a une augmentation de nos besoins en eau importante. En 2050, par rapport à ce que je prévois, on consommerait par exemple un quart des flux d'eau de la planète. Ça nous laisse les trois quarts. Ouais, mais un quart, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et vous voyez que l'augmentation, on passe, hein, ça fait presque x2, plus de x2 d'ailleurs, pour passer sur assurer ces besoins-là. Alors, ce genre de prévisions, on peut les retrouver hein, dans plein de prévisions, par exemple dans les rapports du GIEC, associés au changement de température, associés à l'élévation des taux de CO2, une partie des études qui s'intéressent au changement climatique, dans le climat, vous avez les précipitations. Et donc, dans les rapports du GIEC, vous allez avoir des changements prévisionnels des flux hydrologiques attendus. Donc, pour info, hein, dans notre laboratoire de recherche, on s'est intéressé à l'évolution de la nappe phréatique d'Alsace et on a essayé de savoir, en 2100, qu'est-ce qui va se passer. Et on dispose, en fait, des prévisions de pluie sur l'Alsace avec chaque carré, hein, d'à peu près 1 km de carré. On sait, minute par minute, combien il devra pleuvoir en 2060 ou en 2100. Alors attention, ce n'est pas des prévisions météorologiques. Ce sont des prévisions statistiques. Mais l'intérêt d'avoir cette carte de prévision minute par minute, c'est que c'est à la disposition de toutes les équipes qui travaillent là-dessus, et donc on peut partir sur une base commune de prévisions entre guillemets météorologiques jusqu'en 2100, pour comparer. Dans le cas de l'Alsace, eh bien, ce qui nous attend, c'est des épisodes de sécheresse plus intenses, des épisodes de pluie plus intenses. La nappe phréatique d'Alsace va probablement descendre plus bas qu'elle ne descend aujourd'hui et va probablement déborder plus haut qu'elle ne déborde aujourd'hui. Et dans les points qui sont assez originaux, c'est que les modèles sont plutôt pas trop d'accord sur ce qui va se passer aux alentours de 2060-2070, mais ils sont tous d'accord pour vous dire ce qui va se passer en 2100. Pourquoi ? Parce que la nappe phréatique d'Alsace, elle est alimentée essentiellement par deux sources. La première, c'est la fonte des neiges dans les Alpes qui alimente le Rhin qui va irriguer la nappe. Et l'autre, ce sont les pluies et la neige qui tombent sur les Vosges et la forêt noire. Bienvenue, installez-vous. Et lorsque, en cas de changement climatique, on va prévoir l'apparition de neige sur les Vosges et la forêt noire, la neige, c'est un stock d'eau qui va être immobilisé jusqu'à ce qu'elle fonde. Entre 2050 et 2060, les modèles climatiques ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent qu'il n'y aura plus de neige sur les Vosges, il y en a d'autres qui disent qu'il y en aura un petit peu, il y en a d'autres qui disent qu'il va en rester. Par contre, en 2100, ils sont tous d'accord, il n'y en aura plus. Et donc cette variabilité sur les prévisions d'existence de neige ou non sur les Vosges et la forêt noire induit des variabilités de prévision extrêmement importantes sur les niveaux de nappe pour 2060-2070. Par contre, absence de neige garantie sur les Vosges et forêts noires en 2100, tous les modèles retombent d'accord sur leurs prévisions. Donc dans ces histoires justement de prévision du futur, parfois le futur lointain est beaucoup plus certain que le futur proche. Ça fait partie des paradoxes scientifiques qu'on peut avoir. Alors j'ai retrouvé une carte assez sympathique qui nous donne justement
l'évolution, la prévision de stress relativement faible hydrique à stress relativement important sur l'ensemble du monde. Et vous voyez que le stress hydrique va s'inviter de façon assez sympathique dans les années 2040 sur la France. Encore une fois, il n'y a pas de stress hydrique au centre du Sahara, c'est normal. C'est une zone désertique qui est habituée à l'absence d'eau. Mais vous voyez qu'on va avoir donc des stress hydriques assez importants sur l'Amérique du Nord, qui est un producteur alimentaire extrêmement important, sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, qui est un producteur alimentaire relativement important, sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est, qui sont des producteurs alimentaires importants. Donc ce stress hydrique-là va jouer un rôle sur nos ressources alimentaires. Terre, eau. Ensuite, ce qu'il faut, c'est quand même un... Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait un tracteur, c'était vachement bien pour travailler le sol. Donc la dernière ressource pour effectivement assurer de l'alimentation, c'est de l'énergie. Alors quand on parle énergie et agriculture, on pense tout de suite tracteur. Tout ce qui est engrais, pesticides, ce sont des mines d'énergie phénoménaux. Les engrais aujourd'hui, ce n'est pas juste du fumier qu'on va épandre, ce sont des engrais de synthèse qui sont produits à partir de pétrole. Donc, un engrais, c'est d'abord de l'énergie stockée quelque part. Et donc, on va avoir des besoins en énergie assez importants. Alors, voir un peu ces besoins en énergie, on a deux angles un petit peu pour le regarder. On peut regarder l'énergie ou on peut regarder un effet indirect dont on a parlé hier, qui sont les gaz à effet de serre, parce que quand vous utilisez de l'énergie, généralement, vous émettez des gaz à effet de serre. Donc, parfois, on va regarder un petit peu les deux indicateurs suivant la disponibilité des informations. Le premier point, quand on parle énergie et alimentation ou agriculture, c'est de voir ce graphique-là qui nous dit chacun de ces points sur ce graphique représente un pays au monde. Et sur cet axe-là, vous avez la quantité d'énergie consommée par an et par habitant. Et sur cet axe-là, vous avez la proportion de la population qui est dédiée aux travaux agricoles. Ça fait une jolie courbe que l'on appelle une hyperbole. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dépensez beaucoup d'énergie, vous pouvez vous permettre d'avoir un prof qui est dans un amphi en train de raconter des conneries. Si vous ne dépensez pas d'énergie, tout le monde sera au champ à biner des patates. Spoiler de la conférence de hier, nous allons manquer d'énergie, nous retournerons au champ à biner des patates. Traduction, qu'est-ce qui se passe entre ces pays-là et ces pays-là? Ici, vous avez les pays en voie de développement, avec des rendements agricoles faibles. Ici, vous avez les pays développés avec des rendements agricoles forts. Ici, vous avez les pays très développés ou importateurs exclusifs de leur nourriture. Je pense que ça ressemblerait au Qatar, que ça ne m'étonnerait pas. Si on regarde justement les émissions de CO2 par aliment produit. Alors, dans ces émissions de CO2, ce sont les émissions de gaz à effet de serre traduits en équivalent CO2. Et on va retrouver dans les sources de ces émissions de CO2 l'énergie dépensée pour travailler la terre, l'énergie dépensée pour produire les engrais que l'on va mettre, les gaz à effet de serre produits par éventuellement la volatilisation de certains éléments de ces engrais. Et donc vous voyez qu'on retrouve de façon surprenante exactement la même hiérarchie qu'on avait avant. Les ressources végétales sont relativement peu émissives de gaz à effet de serre. Les ressources animales le sont de plus en plus. C'est normal, encore une fois, pour avoir un animal, il faut avoir un champ pour pouvoir le nourrir. Donc dans 1 kilo de cochon, vous retrouvez vos 200 mètres carrés de terres agricoles qu'il a fallu évidemment cultiver et qui ont évidemment consommé des gaz à effet de serre. Alors, où est-ce que ça se répartit justement? Eh bien, l'origine de ces différents gaz à effet de serre, suivant les produits alimentaires, on va avoir donc différents éléments qui sont listés, par exemple la livraison, c'est-à-dire le transport depuis la zone de production jusqu'à la zone de consommation. Les autres transports domestiques, c'est vous qui allez prendre votre petite voiture pour aller au supermarché récupérer votre nourriture.
Transports internationaux, on va chercher un ananas à l'autre bout de la planète. La production, donc liée à la production de l'alimentation, vous allez avoir des émissions de CO2, le tracteur, etc. Vous allez avoir la production de méthane. Vous savez hein, que les bovins, par leur mécanisme métabolisme, émettent du méthane. Vous allez avoir émission de méthane lorsque vous allez épandre du fumier. Vous allez avoir la production d'oxyde d'azote. Donc les oxydes d'azote, c'est des émissions indirectes des engrais azotés que l'on met dans les champs pour booster leur rendement. Les HCFC, ce sont donc les chlorofluorocarbones, sont les gaz qui sont réfrigérants, qui sont utilisés pour justement assurer le suivi de la chaîne du froid. Monsieur Schwartz en a parlé dans la première conférence, c'était les cousins de ces gaz-là qui étaient responsables du trou de la couche d'ozone. Ces gaz-là sont nettement moins agressifs pour la couche d'ozone, mais par contre, ce sont de gros gaz à effet de serre. Et puis enfin, le détail de la vente en gros. Si on regarde, alors quand on arrive à voir les couleurs, en gros, la source principale d'émissions de gaz à effet de serre de nos nourritures se base sur cette partie de production. C'est produire la nourriture qui est le principal mode d'émission de gaz à effet de serre. D'accord ? Donc, la partie transport, la partie livraison, c'est sûr que c'est pas bien. D'accord ? Aller chercher des ananas et des mangues à l'autre bout de la planète. Mais globalement, si on regarde en moyenne sur l'ensemble de la nourriture consommée, ce n'est pas le transport qui est le principal moteur. D'un autre côté, c'est un peu normal. Si vous faites juste la comparaison entre la quantité de nourriture à peu près locale, c'est-à-dire du truc européen que vous consommez, et la quantité de nourriture 100% exotique que vous consommez, bah, en termes de masse, c'est quand même relativement peu. Par contre, effectivement, si vous regardez pour certains éléments très exotiques, la part de transport devient extrêmement importante. Ne pas oublier quand même. Alors, on peut faire un petit peu de vulgarisation, de transformation pour essayer d'illustrer ça. Et si on compare différents régimes alimentaires, un repas sans viande, sans produits laitiers, eh bien, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont soit pour de l'agriculture biologique, ici on ne le voit pas, hein, moi sur mon je le vois très bien, mais sur du bio, eh bien, on est à 280 km équivalent de transport en voiture, ou bien 600 km, hein, ça équivaut à des émissions de 600 km de voiture. Si c'est sans viande avec produits laitiers, vous voyez qu'on passe à 1900 ou 2400. Et si on est viande, produits laitiers et desserts, on passe à plus de 4000 km. Et vous voyez que lorsqu'on additionne tout ça, bah finalement, ici, on a des différences très importantes entre un régime bio et un régime non bio, puisque c'est presque, pas tout à fait x3, mais au moins x2. Par contre, ces différences ont tendance à se gommer au fur et à mesure que vous enrichissez votre régime alimentaire. Donc, entre du bio avec viande et du bio sans viande, voilà, il y a quand même une sacrée différence. Et donc, si vous allez manger bio avec viande et produits laitiers, finalement, la différence, c'est bien, je vous encourage à le faire, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. D'accord ? Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu, alors on va éviter de trop rentrer dans les détails, mais parfois je pense que c'est intéressant aussi d'aller regarder ce qui se passe, parce que si on reste trop superficiel, on a tendance à croire qu'il y a des solutions faciles, toutes faites, qui sont possibles. Et je pense qu'il est intéressant de les regarder un petit peu parfois en détail pour se rendre compte que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut essayer même d'illustrer en prenant 2 heures de conférence extrêmement détaillées. Et donc là, sur ce graphique-là, eh bien, je vous ai déjà dit, hein, les ruminants émettent du méthane par le biais de leur mécanisme digestif. Et sur ce graphique, eh bien, on a des variations par région du monde pour la production de viande bovine, et on regarde d'où viennent les gaz à effet de serre qui sont produits pour 1 kg de carcasse produit. Et première constatation, c'est que suivant les... Alors ici, hein, vous avez donc toutes les régions du monde, et ici, c'est la moyenne sur le monde. Et la première constatation, c'est qu'il y a des différences phénoménales entre les régions du monde. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, suivant que je me situe en Asie du Sud ou dans la Fédération russe ou en Europe de l'Est, il y a quand même des différences assez importantes. D'où ça vient ? Eh bien, on va avoir donc 3 grosses barres ici. Ça, c'est le méthane justement qui est produit par la digestion des animaux.
ici, vous avez l'épandage, hein, la autre grosse barre, la claire, c'est l'épandage du fumier. Et la troisième barre, ici, c'est le changement d'occupation des sols. Donc, par exemple, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, leur principal, un des gros responsables, c'est le changement d'utilisation des sols. Quand vous rasez la forêt amazonienne pour faire pousser du bœuf, eh ben ouais, vous allez effectivement émettre double gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre de la fabrication du bœuf, les gaz à effet de serre du rasage de la forêt amazonienne. Ensuite, vous voyez, les grosses différences, c'est effectivement ce méthane-là qui est produit par la digestion des animaux. Donc, je ne suis pas vétérinaire, donc j'ai fait un petit peu d'études bibliographiques, je suis allé regarder, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'un bœuf émet plus ou moins de méthane? Et donc, ce que j'ai pu tirer de mes recherches, c'est que si vous élevez votre bœuf avec essentiellement du fourrage, vous allez avoir de la fermentation relativement importante. Si vous élevez si vous élevez votre bœuf avec une alimentation qui est plus riche en amidon, type maïs, soja, etc., donc tout ce qu'on dit, bouh, c'est pas bien, eh bien votre bœuf émettra beaucoup moins de méthane. Donc, entre du bœuf élevé au pâturage ou du bœuf élevé au maïs, on pourrait même commencer à se dire que ce serait mieux de bouffer du bœuf au maïs. Juste sur la partie méthane, attention. D'accord? Simplifiez pas trop. C'est vrai, il y aura moins de méthane émis. Par contre, tous les gaz à effet de serre qui sont émis par la production du maïs, toutes les ressources alimentaires qui sont détournées liées à la création de ce maïs pour nourrir le bœuf, ça reste. Je n'ai pas encore chopé de producteurs de bœuf ou de lobbyistes de l'agroalimentaire en train d'utiliser ce genre d'argument, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et c'est probablement le genre d'argument un peu spécieux, sympa, qui doit pouvoir passer assez facilement auprès de quelques auditeurs crédules. Donc vous voyez, c'est intéressant d'aller se plonger un petit peu au fond des choses pour voir, a priori, c'est quand même mieux de laisser les bœufs au pâturage, d'avoir un peu plus de parcours. Ouais, mais si on regarde de l'autre côté, il y a ça. Et donc après, l'arbitrage va être un peu plus délicat. Alors, si on regarde globalement sur un régime alimentaire, on reprend le régime français, et on a donc la répartition justement de ces gaz à effet de serre en fonction des secteurs. Et on retrouve ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que le premier secteur, c'est les émissions directes, c'est lié à la production de nos aliments. Hein, donc l'énergie utilisée par les sols agricoles, la fermentation, le stockage des effluents, etc. Et puis, les énergies indirectes, mettre à disposition les aliments, la création des fertilisants, la création des produits phytosanitaires, etc. Donc on a en fait baissé en fait nos émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation ne se fera pas majoritairement par mettre à disposition plus près du consommateur ou des choses comme ça. Ça va se faire par une modification soit des pratiques agricoles qui seront moins émissives de gaz à effet de serre, soit principalement par une diminution et un changement des rations alimentaires individuelles. Bizarre. On a tendance à dire, quand on veut influer, solliciter, parler aux gens sur ces actions de changement, de modification du monde, oui, mais c'est des petites actions individuelles, ça ne sert à rien. J'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose, il faut absolument que ça se décide globalement. Choisir ce que vous mangez, pour le moment, Dieu merci, personne ne vous y oblige. Donc, vous avez en main la possibilité, si vous avez passé l'âge, maman ne vous donne plus des épinards de force en passant le nez. Donc, vous avez, vous, chacun individuellement, le choix de modifier votre régime alimentaire pour avoir l'action la plus importante, indépendamment, et vous voyez que le mode de transport, c'est vrai que c'est parfois compliqué de trouver du local. Mais globalement, vous voyez que l'influence du local, c'est bien, c'est important, mais elle n'est pas là principalement. C'est surtout l'influence du type de régime que vous allez choisir. Et ça, c'est 100% dans votre main. Alors, si on regarde justement un peu plus... il marche ce pointeur, voilà. Si on regarde un peu plus globalement comment ça se passe, l'émission de gaz à effet de serre globalement sur le monde, eh bien on voit qu'on a une augmentation liée à l'agriculture. Hein, donc là, c'est tous les gaz à effet de serre, moyennés à l'échelle du monde, et on voit qu'on a une augmentation très importante des gaz à effet de serre émis.
on a quasiment multiplié par 2 depuis les années 1960 jusqu'aux années 2020. Donc c'est vraiment un biais relativement important. Alors, si on fait un petit peu le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme vision, comme perspective, etc. Est-ce que l'heure est grave? Eh bien, premièrement, on pourrait se dire que finalement, ça ne va pas si mal parce que si on regarde par exemple des années 2005 à 2020, vous avez la production céréalière qui est en hausse, vous avez l'utilisation des céréales qui est en hausse et les stocks qui restent relativement stables. Donc après tout, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, malgré le changement climatique qui est déjà en action, malgré une diminution de l'utilisation des sols agricoles, etc. En plus, il semblerait que manger coûte de moins en moins cher. Puisque si on regarde depuis 1960 jusqu'en 2010 pour la France, eh bien vous voyez qu'en 1960, l'alimentation comptait à peu près pour 30% des revenus d'un ménage. On est en 2010, ça compte pour à peu près 15%. Donc on dépense moitié moins pour notre alimentation qu'on ne dépensait en 1950. En 1950, il y a effectivement l'effet de la guerre, et vous voyez que vous avez les modifications, l'industrialisation de l'agriculture qui est à l'œuvre. Passé les fameuses 30 glorieuses, on a une part de l'alimentation qui est relativement stable. Si on projette ça sur l'ensemble du monde, eh bien, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est l'indice des prix alimentaires sur le monde qui est donné par la FAO, avec l'indice en cours, alors attendez, je regarde sur le mien, voilà, en cours nominal, donc ça c'est en monnaie du jour, et donc vous voyez que le prix de l'alimentation globale, l'indice a augmenté, mais comme il y a l'inflation et l'augmentation du niveau de vie qui se greffent là-dessus, on voit que eh bien, depuis les années 1970 jusqu'aux années, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, jusqu'aux années 2005 à peu près, on a effectivement une baisse structurelle des prix de l'alimentation à l'échelle mondiale. La question, c'est est-ce que cette baisse va se maintenir? Eh bien, les quelques épisodes que nous avons pu connaître dernièrement amènent à se poser la question. Ici, sur mon graphique, oui, c'est bien ça. Ce petit pic-là, là, 2008, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé en 2008? Un petit épisode assez sympa qu'on a appelé le printemps arabe, c'est-à-dire des grosses révolutions en Égypte, en Tunisie, qui ont commencé par des émeutes de la faim, liées à une explosion du prix du blé. Et donc, on voit que c'est vrai que ça a diminué, mais ça recommence à monter. Donc, la question se pose, jusqu'à quand cette baisse va pouvoir se soutenir? Si on fait le bilan, jusqu'en 2010-2015, on peut se dire qu'au niveau alimentaire, on a une consommation en hausse, on a une production en hausse, on a des prix en baisse, tout va bien. Comment on a réussi ce coup-là? Eh bien, la réponse, bien entendu, c'est ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire l'utilisation de pesticides, la mécanisation. On a vu déjà l'augmentation des surfaces irriguées et l'utilisation des engrais. Alors, ce qui est bien sur le site de la FAO, c'est qu'on a vraiment accès à toutes les stats, assez actualisées chaque année. Et donc, sur ce graphique-là, nous avons les apports, le bilan des apports aux terres agricoles. Donc, c'est un bilan entrée-sortie. Donc, c'est la quantité de matière qui arrive sur les terres agricoles et la quantité de matière qui sort sur les terres agricoles. Et donc, ça, c'est les apports aux terres agricoles qui ont lieu chaque année, depuis 1960 jusqu'en 2020. Et vous voyez qu'on a une hausse régulière des apports aux terres agricoles. On rapporte plus de matière. Sous quelle forme? Majoritairement sous forme d'engrais. On met aussi quelques pesticides et des choses comme ça, mais en termes de masse, ça compte relativement peu. Et puis, on peut voir les sorties et on voit qu'effectivement, le bilan des sorties est également en hausse. C'est bien ce qu'on a vu, la production est en hausse régulière depuis les années 1950. Ça se fait sous quelle forme? Les apports aux terres agricoles. Ça se fait sous forme de fumier, mais vous voyez que ça n'a quasiment pas changé. Et ça se fait sous forme d'engrais synthétiques, et ceux-là, ils ont augmenté de façon extrêmement importante depuis 1950. Je vous rappelle, un engrais de synthèse, c'est un engrais qui est produit à partir de pétrole.
Petit point de détail annexe pour refaire le lien avec la conférence de M. Schwartz. Lorsque vous apportez de l'engrais phosphoré, notamment sur des champs agricoles, vous rajoutez à peu près 0,5 à 1 g de cadmium par hectare et par an. Le cadmium est un produit indésirable des processus de synthèse des engrais phosphorés. Le cadmium est un métal lourd, phytotoxique, donc qui attaque le fœtus, qui s'accumule dans l'organisme, et l'apport excessif d'engrais phosphorés dans les terres agricoles entraîne éventuellement une accumulation de cadmium qui peut se transmettre aux plantes et donc aux personnes qui vont les manger. Donc on voit que, ben voilà, cette augmentation finalement des productions agricoles se fait par le biais, bien entendu, d'une augmentation des intrants, notamment donc, de l'engrais. Est-ce que c'est que l'engrais? Eh bien, si on regarde les pesticides, cette fois-ci, ça a l'air quand même pas si mal que ça. Parce que si on regarde les millions de tonnes utilisées dans le monde de pesticides, vous voyez qu'on a effectivement une augmentation. On a doublé les quantités de pesticides entre 1990 et 2010. Mais vous voyez que depuis 2010, les consommations sont relativement stables. Si on regarde les pesticides qui sont épandus en kilogrammes par hectare et par an, eh bien, vous voyez qu'on a la même courbe, ça tombe bien, puisque ceux qui sont utilisés sont majoritairement utilisés sur les hectares agricoles, et puis c'est rapporté par hectare agricole, et qu'on a une stabilisation depuis 2010. C'est con, mais sur la FAO, on a pas mal de sources, et entre autres, on a aussi cette petite courbe rouge qui ne se voit pas bien chez vous, mais elle est là. Et ça, ce sont les pesticides qui sont importés. Alors, depuis 2010, nous n'utilisons pas de quantité croissante de pesticides. Nous n'épandons pas de quantité croissante de pesticides sur nos champs. Mais on en importe de plus en plus. Ça vient d'où? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, a priori, je pense qu'il doit y avoir des petits soucis dans le comptage, dans le suivi, dans un truc comme ça, mais moi, ce plateau-là, il me paraît chelou. Je ne sais pas pourquoi. Il y a probablement quelque chose à gratter là derrière. Je n'ai pas trouvé d'explication parce que j'ai préparé cette conf un petit peu en flux tendu. Mais ça, je trouve ça vraiment curieux et je pense qu'il y a peut-être des choses à aller regarder là derrière. Bon. Alors, sur ce bilan, hausse des surfaces, est-ce que c'est vraiment possible ? En tout cas, ce n'est pas la tendance. Il reste de la marge, mais ce n'est pas la tendance. Baisse, modification de la consommation. Ça, c'est vous qui pouvez faire quelque chose. Hausse des rendements, pourquoi pas? Si aucun de ces éléments n'est possible, il est probable qu'on risque d'avoir ce qu'on a observé dans les années 2008, une explosion des prix de l'alimentation. Je ne sais pas pourquoi, il semblerait qu'en ce moment, on parle un petit peu de problèmes alimentaires liés à une crise du côté d'un pays qui est notamment assez grand producteur de blé, qui s'appelle l'Ukraine, et qui risque peut-être d'avoir des problèmes à assurer ses exportations annuelles cette année. Donc, il y aura peut-être des enrichissements à la conférence de l'an prochain. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, dans les prévisions liées justement dans le cadre des recherches liées sur le changement climatique, sur les prévisions globales? Eh bien, il y a ici donc 7 prévisions qui ont été faites pour 2050 et qui nous disent majoritairement que, bah oui, les besoins alimentaires globaux vont augmenter. Quelle surprise! Et comment est-ce qu'ils prévoient de soutenir cette augmentation des besoins alimentaires? Pour une partie, c'est pour l'évolution des rendements et pour une autre partie, c'est pour une extension des surfaces cultivées, mais majoritairement pour des hausses de rendement. Bien sûr, il y a des disparités. C'est tellement complexe de prévoir ce qui va se passer, comment est-ce qu'on peut, ça dépend de la stabilité politique des pays, etc. C'est normal qu'il y ait des différences. Mais globalement, tout le monde tend à parier sur une hausse du rendement. Alors, parlons un petit peu de cette histoire de hausse de rendement. Et si on regarde un petit peu dans la zone économique globale, dans la terminologie industrielle, une hausse de rendement, eh bien, ça s'appelle des gains de production. Alors, j'ai cherché un petit peu des infos, puis j'ai trouvé un chouette cours, justement, sur du pilotage économique et un cours sur la théorie des gains de productivité. Et cette théorie des gains de productivité nous est expliquée dans ce cours sur un exemple qui est parlant normalement pour vous. C'est
combien d'heures je passe à étudier par jour et combien j'attends comme note à mon examen. Et dans cette théorie des gains de productivité, on dit qu'au début, si je fous rien, il y a peu de chances que j'ai une bonne note à l'examen, que si je commence à travailler un petit peu, ça va aller mieux, et qu'au début, quand je travaille un petit peu, j'attends des gains de productivité assez intéressants, et puis au final, plus je travaille, moins les gains de productivité deviennent efficaces, parce que, ouais, autant passer de 2 à 6, ça va, de 6 à 12, il faut déjà travailler un petit peu plus, et de 19,5 à 20, il faut commencer vraiment à être bon. Voilà. Moi, je trouve que dans cette théorie économique, il y a un truc qui me gêne. C'est que moi, j'aurais vu plutôt un truc un peu comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi, perso, si je commence à travailler plus de 23 heures par jour, je ne suis pas super rentable le lendemain. Et ça, c'est un vrai biais dans cette théorie économique où, en fait, il n'y a pas de limite et il n'y a pas d'effet de seuil qui fait que votre système s'effondre. Et ce sont des choses qu'on retrouve dans plein de théories économiques, dans lesquelles plus une denrée est rare, plus elle est chère. Celui qui coupera le dernier arbre de la planète sera très riche. Oui, mais après. Donc voilà, c'est un petit peu ce biais qu'on peut retrouver partout. Alors, est-ce que c'est juste ma petite lubie à moi qui n'aime pas les économistes? Je vais essayer de trouver quand même des gens pour me soutenir. Eh bien, par exemple, alors rien à voir avec l'alimentation, mais ça, c'est justement des études qui ont été faites pour savoir combien ça coûte pour réduire les oxydes d'azote dans l'atmosphère qui sont émis, entre autres, par nos voitures. Pour l'Europe et puis pour l'ex-URSS. Et ce qu'on constate, c'est que pour rien abattre, ça ne coûte rien. Pour en abattre un petit peu, on a des gains en abattement qui sont extrêmement importants pour des coûts et des élévations de coûts qui sont relativement faibles. Jusqu'à une limite qui est à peu près aux alentours de 80%. Jusqu'à éliminer 80% des oxydes d'azote, ça va, ça peut se gérer. Par contre, si vous voulez passer de 80 à 83%, paf, vous explosez le coût. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, bien entendu, également en agriculture, où, par exemple, si on s'intéresse à combien je dois apporter d'eau pour augmenter la production de mes céréales. Bien sûr, suivant le type de variété, suivant le type de céréales, on peut attendre des rendements plus ou moins importants. On peut attendre des gains de productivité plus ou moins importants par rapport à ces apports en eau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'ai noyé mon champ de blé, ça ne me donnera plus rien. Ne pas confondre le blé et le riz. Et le riz, si je le noie et si je mets de la flotte au-dessus de la tête, ça ne marchera pas non plus. Et donc, on a bien entendu la même chose, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est un système physique avec des limites physiques. Et lorsque vous poussez votre productivité à l'excès, eh bien, vous devenez contre-productif. Ça s'observe peut-être déjà, puisque si on regarde l'évolution des rendements du blé en France, on a une augmentation structurelle des rendements du blé jusque dans les années 1990, et on voit que depuis les années 1990, les rendements du blé en France ont tendance au moins à stagner. On est peut-être arrivé un petit peu à la limite structurelle en termes d'apport, d'intrants et d'industrialisation. Alors, plus globalement, avec les capacités de calcul et de réflexion qui sont ceux des experts du GIEC, eh bien, on peut avoir justement les prévisions d'évolution de rendement à l'échelle de la planète, entre des prévisions de hausse qui sont les couleurs plutôt bleutées et des prévisions de baisse qui sont des couleurs plutôt foncées. Et ça, donc, ce sont des prévisions de rendement et combien il y a de prévisions par pays dans les différents modèles du GIEC. Vous savez que les modèles, il y a plusieurs dans le GIEC, il y a plusieurs simulations qui tournent avec plusieurs hypothèses dedans et c'est une synthèse de plein de prévisions qui sont faites par plein d'équipes scientifiques différentes. Et donc sur ce graphique de synthèse, sont marqués en pourcentage, eh bien par exemple, vous avez, alors le bleu clair, il est à 0 à 5%, eh bien il y a à peu près 0 à 5% des modèles qui ont tourné qui prévoient des hausses de rendement entre 20 et 40% pour les années 2010-2090. Et vous voyez qu'il n'y en a plus qui prévoient ça pour les années supérieures vers 2100.
Et globalement, qu'est-ce qu'on a? C'est que l'ensemble des modèles ont quand même l'air plutôt d'accord pour dire que nous allons globalement vers des baisses de rendement. Dans certaines zones de la planète, nous attendons des hausses de rendement. Parce que la modification globale du climat de la planète vont changer la répartition des températures, des flux d'eau, des cycles d'eau. Et donc, il va y avoir certaines régions de la planète qui vont bénéficier de ce changement climatique. Donc, par exemple, dans les zones qui peuvent en bénéficier, nous pouvons trouver, donc sur cet article-là, on parle d'un légume cher à mon cœur, la patate, et on va comparer différents pays avec des prévisions de rendement pour les années 2040-2060. La Chine risque de perdre entre 20 et 2,5% de ses rendements en pommes de terre. Les USA vont perdre entre 30 et 6% de leur rendement en pommes de terre. Vous voyez qu'il y a un pays qui s'en sort bien, hein, la Bolivie, qui va gagner entre 8 et 80% de sa production de pommes de terre. Ça peut être sympa, ceci dit, la Bolivie, comme exportateur mondial de patates, ça se pose un peu là, et je ne compterai pas dessus pour me compenser les 30% de pertes des États-Unis. Alors vous voyez qu'on a aussi un truc qui dit sans adaptation et avec adaptation. Donc en regardant un petit peu dans cet article, qu'est-ce qu'ils appellent sans adaptation, qu'est-ce qu'ils appellent avec adaptation? Sans adaptation, on poursuit les pratiques agricoles telles qu'elles sont en cours actuellement. Avec adaptation, on met en place l'apport d'engrais, l'utilisation de pesticides, l'exploitation, l'utilisation de surfaces irriguées, l'utilisation de plants OGM modifiés pour supporter la sécheresse ou la chaleur. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de cultiver en plein champ des plants OGM? Je pense qu'il faudrait qu'on se refasse une autre conf de 2 heures et il faudrait mieux que ce ne soit pas moi qui en parle parce que je ne suis pas un expert là-dessus. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que si l'humanité a le choix entre ne pas bouffer, mourir de faim et planter des OGM, nous planterons des OGM. La discussion ne se posera pas. Pour le moment, on a encore le luxe de choisir. Alors, je vous trace un portrait assez sympa. Changement climatique, crise des ressources, on en a parlé, épuisement des sols, problèmes alimentaires probables. Ça fait un peu flipper. Ça fait combien de temps qu'on le sait? Ça fait combien de temps qu'on peut être au courant? Sur ce vase-là, vous avez une vieille légende grecque qui s'appelle Cassandre. C'était la fille de Priam, le roi de Troie. Et cette Cassandre était très belle et Apollon la courtisait. Donc il lui a fait un cadeau, il lui a donné comme don de prévenir l'avenir. Puis bon, comme elle a pu voir l'avenir, elle s'est rendue compte qu'en 2020, il y avait un truc qui allait s'appeler la libération de la femme. Donc elle lui a dit « moi je couche pas ». Donc ça l'a un peu vexé parce que lui, il était resté à l'époque grecque ancienne. Et il lui a dit « ah bon, tu veux pas, bon je me venge ». Et en punition, il lui a donné la punition, la malédiction, que tout ce qu'elle dirait, personne ne la croirait. Donc elle voyait l'avenir, mais personne ne la croit. Et donc quand les Grecs ont foutu un cheval devant Troie, elle leur a dit « non, il ne faut surtout pas le faire rentrer, c'est un piège ». Ils ne l'ont pas cru. Vous connaissez l'histoire. On a à peu près la même chose avec une publication scientifique qui a été proposée en 1972, qui est parfois connue sous le nom de Club de Rome. Et cette publication scientifique décrit l'évolution du monde dans un modèle informatique, avec les moyens informatiques de 1970. Et on décrit donc les interactions entre différents compartiments. Alors dans ces compartiments, nous pouvons retrouver les ressources non renouvelables de la planète. Nous allons retrouver la population, la production industrielle. Et puis, il y a les liens entre ces compartiments. Donc, par exemple, lorsque la production industrielle augmente, nous allons pouvoir dédier une partie aux services à la personne. Lorsqu'on augmente des services à la personne, dans ce cas-là, l'hygiène, la prévention va augmenter et donc la mortalité va diminuer, ce qui va entraîner une hausse de la population. Ou bien, lorsqu'on augmente les services par tête, on va pouvoir mettre en place un planning familial, donc contrôler la natalité et éventuellement faire baisser les taux de natalité. L'avantage d'un modèle informatique comme ça, c'est que c'est plutôt assez facile de dire « tiens, et si on améliorait la médecine ?» Au lieu d'avoir un coefficient x 0,5 ici, je mets un coefficient x 2 et d'un seul coup, j'ai multiplié par 4
les capacités de la médecine. Donc ça permet un peu de jouer comme ça, comme sur un petit jeu par ordinateur, aux simulations, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passerait si on améliorait, on changeait ceci, cela. Et donc ils ont lancé leur modèle en 1970 pour nous dire que va-t-il advenir de la planète dans les années futures. Alors dans les années futures, il commence en 1900, et puis ça court jusqu'en 2100. Donc eux, ils avaient à peu près cette vision, donc ici on est dans les années 2000, ils avaient à peu près cette vision-là du tableau. Donc vous voyez, hein, c'est des vieux graphiques faits à l'imprimante à aiguille de 1970. Et on retrouve, ben, par exemple, les ressources naturelles non renouvelables qu'on voit que l'humanité consomme de façon extrêmement importante. On voit la population qui augmente avec les hausses de population dont on a pu parler. On voit le produit industriel par habitant qui augmente. On voit la ration alimentaire qui augmente. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit aussi également la pollution qui augmente. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que eh bien, la population va augmenter jusqu'à un maximum qui va se situer probablement aux alentours de 2000, entre 2040 et 2060, et après rediminuer. Rediminuer de façon extrêmement importante. Hein. Ça, c'est une crise, c'est pas un petit Covid. Hein. Vous voyez qu'on va passer, si en gros on est à 9 milliards, là, vu l'échelle, on est presque en train de diviser par 2, donc ça risque d'être très sévère. Pourquoi cette population diminue? Eh bien parce que vous voyez que votre ration alimentaire, elle s'effondre. Et donc c'est des crises de faim. Et pourquoi cette ration alimentaire s'effondre? Eh bien parce que vous avez vos ressources non renouvelables qui sont épuisées. Alors, ils sont analysé ce premier scénario et ils se sont dit donc, bon ben voilà, les ressources naturelles s'épuisent, donc diminution de la ration alimentaire et effondrement de la population, c'est pas souhaitable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? La cause de nos maux, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Donc tout simplement, eh bien, il suffit de dire on augmente le taux de recyclage. C'est chouette, hein, dans un modèle informatique, au lieu d'avoir un coefficient de 0,5, on fait un coefficient x4 et hop, on augmente notre taux de recyclage. En réalité, changer le taux de recyclage dans une population, c'est des trucs qui prennent pas loin de 50 ans. Si on augmente le taux de recyclage, du coup, il n'y a plus de problème sur nos ressources naturelles. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pollution augmente tellement qu'on va épuiser les sols, donc famine, donc effondrement de la population. Bon, on continue à jouer avec notre petit modèle. On améliore notre système de production pour dire, ben voilà, pour produire telle quantité de biens industriels, on émet beaucoup moins de pollution. Très bien, parfait. On augmente la production agricole, donc on épuise les sols, donc famine, donc effondrement de la population. Bon. Et si on augmentait la productivité agricole avec des intrants, comme on l'a fait, avec de la mécanisation, avec de l'irrigation, eh bien, on augmente la population. Donc, on augmente la production industrielle, donc on explose la pollution, donc la population s'effondre. En gros, ce genre de scénario-là, pourquoi? Parce c'est un scénario de surpopulation, quoi. Donc, vieux principe qui traîne dans les cartons, malthusianisme, contrôle de la population. On met en place un contrôle des naissances. Du coup, il n'y a plus d'augmentation catastrophique de la population. Et ce qui se passe dans ce scénario, c'est qu'on a une augmentation de la production industrielle et une explosion de la pollution malgré tous les contrôles possibles. En gros, tout se passe comme si une population qui reste modérée se comporte de telle sorte que les consommations, les émissions de pollution, la consommation de biens industriels devient telle que malgré tout ça, on va finir par exploser. Vous voyez que votre courbe de pollution, là, elle passe vraiment par un maximum et elle fait un peu n'importe quoi. Les humains, dans ce modèle-là, s'amusent chacun 2 fois par an à balancer une Tesla dans l'espace, truc vachement utile, mais bon, après tout, puisqu'on peut le faire. Et donc, ben voilà les conséquences. Alors, le graphique est complètement écrasé. Hein. Ici, la production industrielle par tête, elle est vraiment énorme et on ne l'a pas. Mais vous voyez que on arrive à un schéma complètement chaotique. Alors, heureusement, ils ont réussi à stabiliser le truc. Comment? Eh bien, ils arrivent à stabiliser le truc en imposant dans leur modèle un capital industriel stable dès 1975. Est-ce qu'on fait ça? Non. Depuis 1975, le capital industriel est en hausse. Ensuite,
Il faut qu'on divise dès 1975 notre consommation de ressources naturelles non renouvelables, divisé par 4 par rapport à ce qu'on consommait en 1975. Oh, ça fait un bout de temps qu'on a promis, main sur le cœur, qu'on allait diviser nos émissions de CO2, donc nos consommations d'énergie, de pétrole, par 2, pas 4, hein, et qu'on ne l'a pas fait. Donc, en gros, on est mal barré. Il faut augmenter l'économie des services. Ça, on est effectivement plutôt sur la bonne pente. Hein, on voit dans nos sociétés augmenter justement cette économie de services. Ensuite, il faudrait que la pollution émise par unité industrielle produite soit divisée par 4 dès 1975. Si on regarde ce qui s'est passé dans les pays de l'Europe de l'Ouest, qui sont les pays les plus dynamiques en matière de contrôle de la pollution, eh bien, on a réussi à avoir une baisse de 15% entre 1975 et 2000. C'est bien. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis enfin, il faudrait que ce capital industriel ne soit pas dédié majoritairement à la production de biens industriels, mais soit dédié à la préservation des sols et à l'agriculture. Aujourd'hui, depuis 1975, on a une baisse de l'investissement industriel dans l'agriculture. Et alors, dans la préservation des sols, je ne sais pas si on peut parler de baisse, vu que c'est quasiment inexistant. Et enfin, il faudrait augmenter la durée de vie du capital industriel. C'est-à-dire que quand vous investissez de l'argent dans une industrie, il faudrait que ça dure longtemps. Il y a quelques concepts actuels qu'on appelle l'obsolescence programmée, dont le principe, c'est de vous faire acheter un smartphone qui va tomber en panne dans 6 mois pour que vous en rachetiez un autre. C'est super dynamique, ça permet, c'est vraiment le Graal de l'industrie économique. On va en gros à l'envers. Alors, si on applique dès 1975 tous ces principes-là, voilà à peu près les prévisions de monde qu'ils nous proposent, et on voit qu'effectivement, on arrive à stabiliser l'ensemble des éléments avec une ration alimentaire qui est largement suffisante pour tous les humains, une production industrielle qui est suffisante pour tous les humains, et une diminution des ressources naturelles qui va bien finir par arriver à toucher le fond à un moment donné, mais qui au moins nous laisse un petit peu de temps pour nous retourner et réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si on traîne un peu? Parce que là, ils mettent ça en 1975. Si on met en œuvre ces mesures, à ce moment-là, vous voyez la cassure dans la courbe, là, dans les années 2000, si on fait ça en 2000, eh bien, qu'est-ce qui nous attend? On va réussir à prolonger un petit peu, mais vous voyez que dans les années 2100, eh bien, les rations alimentaires vont s'écrouler et la population va diminuer aussi. De façon moins drastique que dans les scénarios précédents, mais c'est quand même ce qui s'arrive. On vient de passer les années 2020, on n'a pas encore fait ça. Alors, bah ouais, malédiction de Cassandre, hein, ce rapport a été très peu médiatisé, a été très largement décrédibilisé. C'est juste un vieux modèle informatique, ça ne marche pas, vos équations sont fausses, de toute façon c'est trop simple, enfin tout ce qu'on peut dire pour essayer de noyer le messager. Et puis, bah, en 2008, il y a une équipe de chercheurs australiens qui s'est dit, mais c'était en 70 qui nous avait dit ce qui allait se passer. On est en gros en 2010, ça fait 30 ans, 40 ans, qu'ils ont prévu des choses. Si je regardais entre ce qu'ils avaient prévu il y a 40 ans et ce qui s'est vraiment passé pendant les 40 ans qui viennent de s'écouler, est-ce qu'ils ont dit des conneries ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, sur ces graphiques, là, on a la population. Vous avez ce qu'ils connaissaient en 1970 pour caler leur modèle, pour lui apprendre à présenter la planète. Vous avez les gros points violets là, qui sont l'évolution observée du monde. Vous avez la courbe verte, qui est la première courbe que je vous ai montrée, qui est le premier scénario qu'ils ont fait. Vous avez la deuxième courbe rouge qui est celle qui est justement le scénario de stabilisation avec du malthusianisme le plus contrôlé. Et puis vous avez le scénario d'un monde qui serait stabilisé. Alors c'est vrai que c'est un vieux modèle de 1970, c'est vrai qu'ils avaient un vieil ordinateur tout pourri, mais n'empêche que leurs prévisions de population, elles sont plutôt bien. N'empêche que leurs prévisions de taux de natalité, elles sont plutôt bien. Bon, les prévisions de natalité, de population, c'est relativement facile à faire, ils n'ont pas grand mérite. Regardons d'autres éléments. La ration alimentaire, c'est un peu plus complexe à simuler,
Et vous voyez que leurs prévisions sont calées sur plutôt le scénario standard où il ne se passe rien. Et où on va avoir un effondrement de la ration alimentaire qui devrait nous tomber sur la gueule, d'après leur scénario, plutôt en 2020 ou peut-être en 2040. Qu'est-ce qui se passe sur la production industrielle par tête? Là, on est vraiment pile poil sur le scénario standard qui nous dit que ça risque un petit peu de s'effondrer en 2020. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un Covid qui ait été prévu dans le modèle. Donc le choc Covid n'a rien à voir, même si la production industrielle est peut-être descendue. Mais n'empêche que c'est quand même vachement bien prévu. Et puis, si on regarde les ressources non renouvelables, eh bien, par rapport à ce qu'ils ont prévu, eux, on a beaucoup évolué dans notre vision de ce qu'est une ressource non renouvelable. Et du coup, au lieu d'avoir une seule ligne comme eux l'ont utilisé, nous, on a plutôt un intervalle de confiance parce qu'on sait que c'est beaucoup plus complexe que réellement, même à mesurer aujourd'hui. Et globalement, cet intervalle de confiance nous dit que on est encore dans les clous à peu près pour les 3 scénarios, mais les pentes ne sont pas trop sur la pente d'une décroissance renouvelable. Et puis, une décroissance stable, pardon. Et puis, par contre, ce qui est vraiment bluffant, c'est que si on regarde l'évolution de la pollution, eh bien, dans ce cas-là, la pollution suit exactement le scénario standard, avec les prévisions des teneurs en CO2 dans l'atmosphère en 2050. Il faut savoir que si demain, l'ensemble de l'humanité cesse d'émettre du CO2 instantanément, les taux de CO2 et les températures sont déjà fixés pour dans 30 ans. L'inertie du système est telle que les actions que nous menons aujourd'hui se verraient dans des diminutions et des stabilisations des taux de CO2 dans 30 ans. Et les taux de CO2 ont un espoir de revenir et de redescendre de façon significative plutôt dans 300 ans. Ça, c'est lié à l'inertie du système Terre. Et donc, aujourd'hui, on est capable de dire quelle sera la teneur en CO2 dans l'atmosphère dans 30 ans de façon quasi certaine. Et cette fourchette quasi certaine nous place dans l'un des 2 scénarios, soit le scénario premier proposé, soit le scénario de type malthusianisme avec une explosion de pollution. C'est pas franchement réjouissant. Mais bon, premier point, c'est une présentation courte, parcellaire. Je suis allé gratter dans certains points de détail, on est allé voir comment mangeaient les vaches, mais il aurait fallu aller consacrer 3 heures à chacun des points généraux qu'on a pu étudier. Donc c'est très parcellaire. On a dégagé des tendances globales. La fameuse crise qui nous attend, si on continue, si les modèles sont vrais, etc. Dans le modèle proposé en 2020, pour le moment, on n'est pas encore en crise alimentaire. Peut-être, en supposant que ces modèles se réalisent, peut-être ce sera 2030 ou 2040, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. On a une vision un peu globale. On a masqué tous les points particuliers et il y a probablement, dans ces points particuliers, des solutions, des avancées à prendre. Et soyons lucides, juste, s'il y avait une solution facile, unique, ça ferait quand même un vachement grand bout de temps qu'on l'aurait mise en place. C'est forcément des solutions complexes, multifactorielles, difficiles à mettre en œuvre, qui nous attendent. Attendre et espérer un coup de baguette, une solution magique qui résoudrait tous les problèmes, c'est juste illusoire. On parle d'alimentation, on a parlé d'épuisement des sols. C'est vrai, il n'y a qu'à passer au bio. Si on regarde les rendements nets en agriculture biologique, ça risque de poser des problèmes pour nourrir toute la planète. Donc, il y a des équilibres, il y a des arbitrages. Est-ce qu'il est nécessaire de passer intégralement au bio pour assurer effectivement une préservation des sols, ou est-ce que des types de cultures rotatives avec 3 ans de culture sans pesticides et 2 ou 5 ans de culture plus intensive permettent de soutenir ces choses-là? Ça, peut-être prochaine conférence assurée par un chercheur agronome, ça pourrait être intéressant. Mais il y a probablement des solutions complexes à mettre en œuvre. Enfin, en termes d'alimentation,
c'est quand même cool. Mais si vous pensez durable et économe, vous pensez santé. Vous savez tous que nous mangeons beaucoup trop de sucre, que nous mangeons beaucoup trop de viande rouge. Donc c'est dans notre intérêt personnel, égoïste et individuel de modifier nos pratiques alimentaires. En plus, vous avez vu que c'est un des principaux leviers, les leviers les plus actifs, les plus efficaces pour influer sur cette tendance sur le secteur alimentaire. Ceux qui ont assisté à la conférence sur l'énergie, à la fin de la conférence, je vous ai montré les quantités, les gains possibles en pétrole qui sont possibles, avec des gains possibles évidemment, si on change un peu nos pratiques. Dans le cadre de l'actualité, ce serait sympa qu'on puisse se passer du pétrole russe. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que ce serait bien. Eh bien, nous importons à peu près 70 millions de tonnes de pétrole russe, non, ou je ne sais plus les chiffres, 70, je ne sais plus l'unité, allez, on va dire des millions de tonnes de pétrole russe par an. Il suffit de baisser notre vitesse de roulage sur autoroute à 110 km/h, de rouler à 80 km/h sur les nationales et départementales, pour diminuer la consommation d'énergie d'essence à l'échelle de la France par an de 65 millions de tonnes. Encore une fois, une action juste individuelle. Il suffit que chacun d'entre nous décide de lever le pied pour que ça se passe. Attendre qu'il décide, il nous l'impose, vous pouvez attendre, hein, mais enfin, la dernière fois qu'ils ont essayé de nous imposer une limitation de vitesse, ils l'ont très mal expliqué et ça s'est plutôt mal passé. On a le droit de le faire de nous-mêmes. Et c'est pareil pour l'alimentation. Il suffit que chacun d'entre nous décide de modifier nos pratiques alimentaires pour qu'il y ait un vrai impact. Et donc ça, voilà, ça c'est vraiment dans vos mains. Pour les jeunes qui aujourd'hui sont là, petit point important, je suis désolé, c'est moi, c'est mes parents, c'est peut-être un peu mes grands-parents, quoique un peu moins, qui ont construit le monde actuel. Hein. Cette évolution, cette structure du monde aujourd'hui, elle s'est construite depuis les années 1930, hein, majoritairement, jusque dans les années 2000. Vous allez hériter du monde dans l'état où il est. Ce monde, dans l'état où il s'est imprégné dans vos cerveaux. Pour vous, utiliser une voiture, c'est quelque chose de normal. Pour mon grand-père, c'était pas normal, c'était juste merveilleux de pouvoir utiliser une voiture. Et pour mon arrière-grand-père, c'était juste inimaginable. Donc ça, c'est un point important. C'est à vous de modifier un petit peu vos mentalités. Nous allons avoir besoin, probablement, de consommer moins. Pourquoi est-ce qu'on consomme autant ? Vous êtes, et je suis, matraqué en permanence par de la publicité qui m'incite à acheter de la bouffe, acheter des steaks, à changer de smartphone, à acheter une grosse voiture parce que c'est super sexy, à acheter des chouettes fringues parce que du coup je serai beau et tout le monde m'aimera, et en plus je serai heureux. Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur ? Est-ce que ma vision personnelle du bonheur, c'est effectivement de changer de smartphone dans 6 mois ? Ou est-ce que finalement je pourrais me dire que si j'en faisais autre chose de ce bonheur-là, de ce temps-là, ça pourrait être aussi une autre philosophie. Et donc là, c'est vos actions individuelles. Je pense que l'effort moral, je ne sais pas si on peut vraiment l'imaginer, mais ça, il faudrait encore une fois solliciter des psychologues, mais l'effort moral pour lutter contre ce matraquage publicitaire, c'est effectivement quelque chose qui doit être extrêmement lourd. Ceci dit, nous sommes des êtres humains. Il y a des humains qui ont réussi du jour au lendemain de dire « j'arrête de fumer », alors qu'il paraît que c'est quand même vachement addictif. On a des humains qui ont décidé du jour au lendemain « j'arrête d'insulter mon prochain », alors que c'est aussi vachement addictif, et même on y arrive. D'accord ? Donc voilà, c'est possible. L'être humain, on est capable justement d'évoluer, et ça, c'est dans nos mains directement. C'est vous qui allez piloter ce changement, vous les jeunes. Moi, j'essaye de pousser un petit peu, mais finalement, vous avez vu les échéances, hein, 2050, ouais, j'espère que je serai quand même à la retraite, quoi. Mais vous, vous êtes directement aux commandes. En plus, ce que je constate depuis à peu près 20 ans que j'essaye de raconter un petit peu ces conneries à droite à gauche, c'est que
Quand j'ai commencé il y a 20 ans, les jeunes à qui je parlais étaient très peu informés. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vous ai appris grand-chose, mais j'ai plus l'impression, quand je fais ce genre de conférence, de vous aider à remettre des trucs que vous savez un petit peu dans l'ordre et à ranger un peu les trucs dans les cases, mais globalement, vous saviez déjà tout ça. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, quand j'ai commencé, des fois où je fais ces choses-là, par exemple dans les collèges, dans les lycées, j'essaie d'être un petit peu plus interactif et je commence par un petit sondage. Qui voterait pour le prochain président qui dirait qu'on interdit l'utilisation des scooters et on leur donne un vélo jusqu'à 18 ans? Qui voterait pour le président qui dit que les steaks et les trucs doivent être taxés à 200%? Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai les résultats à peu près que vous imaginez. Et puis à la fin de ce genre de conférence, je leur repose les mêmes questions et je leur dis « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis au début, j'avais des jeunes qui disaient « Ouais, je comprends. Je voudrais bien, mais quand même, un steak, c'est vachement bon. » Et puis aujourd'hui, quand je refais ça, j'ai des jeunes qui disent « Mais oui, nous, on est déjà là-dedans. De plus en plus. » Donc ça, quand j'ai commencé, c'était un truc qui me gonflait parce que pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne réagit pas? Il y a encore cet effet psychologique. Il faut un certain temps pour que effectivement, la psychologie d'un pays global, de l'humanité globale évolue. Et ça, oui, voilà, ça a une certaine inertie. Petit à petit, ce mouvement est en train de prendre forme. Et de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus optimiste que je ne l'étais il y a 20 ans, malgré le rapprochement des échéances. Et donc, c'est vous qui allez le piloter. Et ce pilotage, vous pouvez piloter ou vous pouvez subir. Donc, subir, on continue à attendre comme ça. Plus on attend et plus on perd de capacité de pilotage. Parce que bien entendu, ce qu'on a dit sur l'alimentation, je peux vous raconter la même chose sur l'eau, je peux vous raconter la même chose sur le pétrole, je peux vous raconter la même chose sur l'uranium, je peux vous raconter la même chose sur les métaux rares. On est face à un monde fini qu'on ne peut pas essorer à l'infini. Et donc, si on attend d'être en crise énergétique, comment est-ce qu'on va faire pour restructurer notre habitat? Si on est en crise de matériaux rares, comment est-ce qu'on va faire pour développer des systèmes qui sont capables de gérer intelligemment notre agriculture? Et donc, plus on va attendre, bien sûr, plus nos moyens d'action seront difficiles. Je pense que lorsque on va avoir des émeutes de la faim, ça va être très difficile de piloter une restructuration de la société. On sera dans l'urgence. Et donc là, effectivement, je pense que votre génération aura à piloter cela. J'espère que vous le piloterez, j'espère que vous l'anticiperez pour pouvoir justement agir de façon efficace. Pour finir, juste une petite note éventuellement optimiste, si jamais vous avez un candidat aux élections présidentielles qui propose des choses qui ressemblent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à une gestion de la crise dont on vient de parler, je vous incite à voter pour lui. Je n'ai pas l'habitude de faire de politique. Et surtout, s'il vous plaît, donnez-moi les infos parce que je n'ai pas trouvé. Voilà.